Si on confiait à un ingénieur la conception d'une machine ultra complexe, une machine censée supporter des tonnes de pression en plein mouvement, Oui, un sacré défi d'ingénierie. c'est ça? Et imaginons que cet ingénieur fasse un travail remarquable sur la structure, mais qu'il prenne une décision totalement absurde. Il installe un système d'amortissement parfait, mais il décide délibérément de débrancher absolument tous les capteurs d'alerte. Ah oui, le fameux voyant rouge qu'on retire du tableau de bord. Exactement. Du coup, si la machine commence à s'autodétruire de l'intérieur, aucune alarme ne sonne. Le désastre reste en fait totalement silencieux jusqu'à l'effondrement final et irréversible de la structure. Dans n'importe quelle entreprise humaine, cet ingénieur serait renvoyé sur le champ, on est bien d'accord. Totalement. Et pourtant, des millions d'années d'évolution ont conçu une grande partie de la mécanique animale et par extension de notre propre corps exactement sur ce modèle. Je suis fascinée de voir à quel point la nature peut être illogique parfois. Mais c'est une façon assez brutale de présenter les choses, c'est vrai. Mais d'un point de vue purement mécanique, l'analogie se tient parfaitement. En fait, on a souvent tendance à idéaliser la biologie, à voir le corps comme une perfection d'ingénierie absolue. Alors que ce n'est pas le cas. Pas du tout. Dès qu'on plonge dans l'infiniment petit, au niveau cellulaire, on s'aperçoit que la nature est surtout une reine du compromis. Et surtout du rafistolage d'urgence, quoi. Eh bien, c'est précisément ce rafistolage que nous allons décortiquer aujourd'hui. Pour cette nouvelle plongée approfondie, notre mission est de comprendre l'éthiopathogénie. Un bien grand mot pour ceux qui découvrent le terme. Oui, c'est un terme un peu impressionnant, mais pour faire simple, c'est l'étude vraiment fascinante de l'origine absolue et du développement intime des maladies. C'est ça. Le but n'est pas juste de lister des symptômes de surface. Voilà. L'objectif, c'est de comprendre le pourquoi du comment, vraiment au niveau microscopique. Et pour illustrer ça de manière spectaculaire, nous nous appuyons aujourd'hui sur des notes fascinantes de médecine vétérinaire. Des notes qui sont centrées sur l'anatomie d'un athlète de l'extrême, en l'occurrence. Le cheval, parce que pour ceux qui nous écoutent, si on arrive à comprendre comment une structure biologique gère les forces colossales d'un animal de 500 kilos lancé au galop, eh bien on comprend soudainement les failles cachées de notre propre physiologie. Le choix du modèle équin est effectivement très pertinent pour étudier la pathologie en général. La taille, la puissance de l'animal, tout ça agit comme une sorte de loupe sur les processus de dégradation des tissus. Ouais, ça grossit le trait en fait. Absolument. Mais pour vraiment saisir l'éthiopathogénèse, il faut dès le départ accepter un changement de paradigme fondamental. Une lésion ou une maladie ne démarre presque jamais au moment où le symptôme devient visible de l'extérieur. Donc quand on voit le problème, il est déjà trop tard. Souvent, oui. La genèse du problème s'opère dans l'obscurité totale, à l'échelle de la cellule. Et en fait, la façon dont une cellule spécifique va réagir à un stress, c'est ça qui dicte la survie ou la mort de toute une structure. Bon, alors commençons par le premier grand mystère qui est mis en évidence dans ces documents. Il y a un paradoxe qui saute aux yeux quand on lit ces notes sur les blessures tendineuses ou ligamentaires. Le fameux problème du temps de récupération. Voilà, on parle de délais de guérison qui s'étirent sur des mois, parfois jusqu'à 6 mois pour une simple déchirure. Mais pourquoi une structure aussi cruciale pour le mouvement met-elle un temps infini à se réparer? C'est la question que tout le monde se pose. Ben oui, on pourrait imaginer que le corps concentre tous ses efforts sur ce qui permet à l'animal de fuir ou de chasser, non? Eh bien, la réponse à cette lenteur ne se retrouve pas dans un manque de volonté biologique. C'est plutôt une contrainte histologique très sévère. L'histologie, c'est bien l'architecture microscopique des tissus, c'est ça? Exactement. Et l'architecture des tendons et des ligaments possède un défaut de conception majeur dès le départ. C'est leur vascularisation. L'arrivée du sang, donc. C'est ça. Contrairement à un muscle qui est, lui, gorgé de sang, un tendon possède une irrigation sanguine extrêmement pauvre. Et la situation est encore plus critique pour les ligaments, qui sont pour le coup presque totalement isolés du réseau sanguin principal. Attendez, je vais être sûre de bien visualiser la chose. On a des câbles biologiques qui encaissent des tensions monumentales, mais ils n'ont quasiment pas d'accès au système sanguin. Quasiment pas, non. C'est très limité. Mais le sang, c'est ce qui transporte tout pour réparer, non? C'est un peu comme, disons, essayer d'éteindre un immense incendie de forêt, mais au lieu d'avoir des canadaires et des camions-cisternes, les pompiers n'ont accès qu'à un tuyau d'arrosage de jardin qui goûte à peine. Ouais, l'image du tuyau d'arrosage illustre vraiment bien le problème logistique. Le sang, ça achemine l'oxygène, les nutriments de base, mais surtout, et c'est ça le plus important, en cas de lésion, les cellules réparatrices et les matériaux de construction. D'accord, donc s'il n'y a pas de route,
Ben voilà, sans un réseau routier dense, ce qu'on appelle un lit capillaire abondant en biologie, il est physiquement impossible d'acheminer les secours rapidement sur le site d'une déchirure. C'est logique, du coup. Pour bien comprendre l'ampleur du désastre lors d'une blessure, il faut d'abord regarder comment les choses fonctionnent quand tout va bien. Dans un tendon sain, on trouve des cellules très spécialisées qu'on appelle les fibroblastes, ou ténocytes, c'est pareil. Ce sont les petits ouvriers de la structure, en quelque sorte. Exactement, ce sont les bâtisseurs. Et que font ces ouvriers concrètement quand le tendon n'est pas blessé? J'imagine qu'ils ne restent pas les bras croisés en attendant un accident. Loin de là, non. Leur rôle, c'est de synthétiser et d'entretenir en permanence une matrice de collagène. Mais attention, pas n'importe quel collagène. Dans un état physiologique normal, sain, ces fibroblastes produisent du collagène de type 1. Type 1. D'accord. Et aussi, dans une moindre mesure, du type 2. Ce sont des protéines d'une qualité structurelle vraiment exceptionnelle. Elles sont denses, elles sont extrêmement résistantes. C'est le matériau haut de gamme, quoi. C'est ça. Mais la magie ne réside pas uniquement dans le matériau lui-même. Elle réside surtout dans l'arrangement spatial de ces fibres. Elles sont disposées de manière rigoureusement, presque mathématiquement parallèle. Parallèle. Un peu comme les innombrables fils métalliques qui composent le grand câble porteur d'un pont suspendu. C'est le principe mécanique exact, oui. Si on aligne toutes les fibres dans le même axe, c'est-à-dire l'axe de l'étirement, la force longitudinale générée par le muscle est distribuée uniformément sur des milliers de petits fils. Ah, malin. Très malin. Cela permet au tendon de subir des forces de traction phénoménales sans céder. À ce niveau-là, c'est vraiment une merveille d'ingénierie biologique. D'accord, je vois bien le tableau. Des matériaux de luxe alignés à la perfection. Mais alors, que se passe-t-il quand la tension est trop forte et que le câble lâche? Une déchirure se produit. Vous disiez tout à l'heure que les secours n'arrivent qu'au compte-gouttes à cause du fameux tuyau d'arrosage. C'est là que le drame commence. Bah oui, le corps fait quoi face à l'urgence? Il attend gentiment 6 mois que les matériaux de luxe soient de nouveau fabriqués et livrés? L'organisme ne peut absolument pas se permettre d'attendre. Face à une rupture qui compromet la mobilité et donc, ne l'oublions pas, la survie à l'état sauvage, le corps déclenche une sorte de panique cellulaire. Une panique. Ouais. Les quelques cellules qui sont déjà présentes sur place doivent colmater la brèche immédiatement, avec les moyens du bord. Et c'est là que la physiologie fait un compromis dramatique. Elle sacrifie totalement la qualité au profit exclusif de la rapidité. C'est-à-dire? Les ouvriers changent de matériaux de construction. Précisément. Synthétiser du collagène de type I, ça demande du temps, de l'énergie et beaucoup de ressources métaboliques. Des ressources que la faible vascularisation ne peut pas fournir dans l'immédiat, vu que le tuyau d'arrosage ne suit pas. Voilà. Alors les fibroblastes se mettent à produire un collagène d'urgence qui est principalement du collagène de type 3 et parfois du type 4. C'est ce qu'on appelle un tissu de granulation. Ça sonne moins prestigieux que le type 1. C'est clair. C'est une sorte de mastic biologique de bien moindre qualité. Donc, si je résume, on remplace nos magnifiques fils d'acier trempés par du plastique bon marché ou du ruban adhésif. C'est une très bonne façon de le voir. Mais est-ce que, au moins, les cellules prennent le soin d'aligner ce nouveau collagène de façon parallèle pour respecter la mécanique du pont suspendu? Malheureusement non. Dans l'urgence, la réparation est complètement chaotique. Les nouvelles fibres de collagène de type 3 sont déposées de manière transversale, un peu anarchique. Ah, ça c'est embêtant. Très. Elles forment un enchevêtrement désorganisé, un peu comme une toile d'araignée emmêlée. Et cela entraîne une conséquence biomécanique désastreuse. C'est la perte de la fonction tensoélastique. La fonction tensoélastique, j'essaye de deviner, c'est la capacité du tissu à agir comme un élastique, c'est ça, hein? C'est tirer sous la charge, emmagasiner de l'énergie et revenir à sa taille initiale sans subir de dommages. C'est la définition parfaite de la tensoélasticité. Le collagène normal, le type 1, s'étire et rebondit. La cicatrice formée par le collagène de type 3, en revanche, elle est rigide et très friable. Forcément, vu que tout est emmêlé. Exactement. Puisque les fibres sont croisées dans tous les sens, elles ne peuvent pas s'étirer harmonieusement dans l'axe de la traction. Du coup, dès qu'une nouvelle force est appliquée, ces fibres croisées s'arrachent. C'est tragique. Mais j'imagine qu'avec les mois qui passent, une fois l'urgence gérée, le corps finit par nettoyer ce chantier désordonné et remettre du beau collagène de type 1 bien aligné, non? Il essaye. C'est ce qu'on appelle la phase de remodelage. Le corps va très lentement tenter de remplacer ce collagène d'urgence par du type 1, mais voici la réalité froide de l'éthiopathogénie, et c'est important de le souligner. Je vous écoute. Le tendon ne récupère absolument jamais son architecture d'origine à 100%. Jamais. Jamais.
La zone cicatrisée restera toujours structurellement inférieure au tissu natif. Waouh. Jamais, c'est vraiment le mot que personne ne veut entendre chez un médecin, mais en fait, ça éclaire d'un jour nouveau une chose qu'on observe tout le temps. Vous pensez aux récidives? Exactement. Il y a une croyance très tenace pour ceux qui suivent un peu le sport humain, ou équin d'ailleurs, qui consiste à penser qu'un athlète qui se déchire le même tendon 3 fois de suite joue simplement de malchance. En fait, la récidive n'a rien à voir avec la chance. La chance n'intervient pas en biomécanique. La cicatrice est tout simplement devenue le nouveau maillon faible de la chaîne. La prochaine fois que le système sera mis sous une forte pression, il ne caissera pas ailleurs. Il cédera exactement à l'endroit de cette réparation de fortune. C'est tellement logique quand on le comprend de cette manière. D'ailleurs, pour ceux qui étudient la question, c'est souvent un point d'achoppement. On a tendance à résumer une pathologie tendineuse à une simple rupture sous l'effort. Alors que ce n'est pas le cœur du problème. Non. La véritable clé de voûte de cette maladie, c'est la substitution par du collagène de type 3 et de type 4 et la perte de l'alignement parallèle. C'est ça la vraie pathologie. C'est fascinant de voir comment un simple problème de tuyauterie sanguine au départ finit par dicter toute la fragilité mécanique à long terme. Mais si on remonte un peu plus haut sur la jambe de notre cheval, au niveau des articulations, on découvre dans les documents une situation qui semble encore plus aberrante. Ah, les articulations. C'est un tout autre monde. Bah oui, autant la cicatrice d'un tendon est un problème visible, presque palpable, autant la destruction d'une articulation ressemble à un sabotage totalement invisible. Absolument. Nous touchons là à l'une des bizarreries les plus dangereuses de l'anatomie. C'est la conception même du cartilage articulaire. Ce fameux cartilage. Voilà. Pour rappel, le cartilage, c'est cette surface un peu lisse et nacrée qui recouvre les extrémités des os pour qu'ils puissent glisser l'un sur l'autre sans friction. Comme les tendons, le cartilage est avasculaire, pas de sang. Jusque-là, on connaît la chanson. Mais il possède une caractéristique supplémentaire qui change absolument toute la donne clinique. Il est totalement aneural. Aneural. Ça veut dire aucune terminaison nerveuse? Le tissu n'est relié à aucun système sensitif? Aucun. Zéro fibre nerveuse. Zéro. Zéro. Ce qui implique par définition que le cartilage est physiquement incapable de générer ou de transmettre la moindre sensation de douleur. Attendez, c'est insensé. L'articulation, c'est la zone d'impact par excellence, non? C'est là que toute l'énergie de la course atterrit à chaque foulée. Et le corps a délibérément, oublié de mettre des capteurs d'alarme dans la zone qui subit le plus de chocs. C'est exactement ça. Mais je reviens à mon idée de départ. C'est vraiment comme construire une machine hyper puissante, mais retirer l'ampoule du voyant d'huile sur le tableau de bord. Comment le système peut-il savoir qu'il est en train de s'autodétruire? Il ne le sait pas. Ou plutôt, le cerveau central ne le sait pas. Et c'est là que réside tout le côté insidieux de la maladie articulaire dégénérative, comme l'arthrose par exemple. Le silence absolu. Voilà. Le processus de destruction peut s'installer, creuser le cartilage, l'effriter au fil des mois, et ce, sans déclencher le moindre signal d'alerte. Un cheval peut avoir des lésions cartilagineuses considérables en formation, et pourtant il va galoper avec une symétrie parfaite. Aucune boiterie visible. Aucune boiterie, aucune raideur apparente. C'est le cauchemar absolu pour poser un diagnostic précoce. Si tout le monde, du propriétaire au vétérinaire, regarde l'animal et se dit que tout va bien, alors que la structure se désintègre à l'intérieur. C'est le grand drame de la médecine articulaire. Mais avant d'arriver à la destruction, il y a une chose que je ne saisis pas bien. Comment un tissu sans sang et sans nerfs arrive-t-il à supporter des tonnes de pression sans être réduit en poussière dès les tout premiers pas? C'est une excellente question. Bah oui, quel est son secret pour amortir une telle masse sans casser immédiatement? Le secret réside dans une mécanique des fluides d'une élégance absolue. Dans la matrice de ce cartilage vivent des cellules nommées chondrocytes. Les chondrocytes, d'accord. Leur travail principal, c'est de synthétiser de grosses molécules très particulières qu'on appelle les protéoglycanes. Et surtout les glycosaminoglycanes. Pour faire plus simple, on les appelle couramment les GAG. Les GAG. C'est plus facile à retenir. Et que font ces molécules pour empêcher l'écrasement de l'articulation? Eh bien, ces molécules possèdent une charge électrique spécifique qui leur confère une propriété vitale. Elles sont extrêmement hydrophiles. Elles aiment l'eau donc. Elles l'adorent. Elles attirent l'eau de manière vraiment agressive et la retiennent prisonnière dans la matrice du cartilage. Cela crée ce qu'on appelle en biophysique une haute pression osmotique. Une haute pression osmotique, concrètement, ça veut dire que l'eau est aspirée et mise sous pression à l'intérieur du tissu. Exactement. Et en fait, c'est l'eau qui fait tout le travail. L'eau est un fluide incompressible.
En attirant massivement l'eau, ces fameux GAGS transforment le cartilage en un coussin hydraulique surpuissant. Oh, je crois que je vois. C'est comme une éponge de cuisine. Une éponge. Oui. Si je prends une éponge complètement sèche, elle est dure, rigide, et si je tape dessus avec un marteau, la structure de l'éponge va se casser, elle va s'effriter. Mais si je plonge cette même éponge dans l'eau, qu'elle se gorge de liquide et que j'appuie dessus, l'eau freine ma main. L'éponge se déforme doucement, amortit la pression, puis l'eau revient et lui redonne sa forme. C'est une métaphore parfaite. L'image de l'éponge hydratée, c'est exactement la biomécanique du cartilage. Tant que les GAGS sont sains, l'éponge est pleine, la pression osmotique est forte et le choc du sabot sur le sol est absorbé par le déplacement de l'eau dans la matrice. Donc la structure elle-même est protégée. Voilà. Le cartilage lui-même ne subit presque aucune violence mécanique directe. D'accord, mais que se passe-t-il quand la maladie frappe? Qu'est-ce qui enraye cette belle mécanique des fluides? L'éthiopathogénèse entre en jeu. Lorsqu'un événement perturbateur survient, ça peut être une inflammation minime, un choc articulaire vraiment anormal ou une altération du liquide synovial. Vous savez, ce fluide visqueux qui baigne l'articulation. Le lubrifiant naturel. C'est ça. Et ces perturbations provoquent la mort des chondrocytes et la destruction enzymatique des fameux GAG. Ah, et si les GAG meurent, il n'y a plus rien pour retenir l'eau. Notre éponge magique s'assèche. C'est exactement le point de bascule pathologique. Le cartilage perd sa pression osmotique, il se déshydrate. Et sans cette protection hydraulique, l'impact mécanique n'est plus du tout amorti. Aïe! À chaque pas, le cartilage sec est directement écrasé entre les deux os. Il commence à se fissurer, à s'effilocher, à se détacher par petits morceaux. Le tout, rappelons-le, dans un silence nerveux absolu, puisqu'il n'y a pas de capteur. Dans le silence le plus total, oui. Mais du coup, il y a une énorme faille dans cette histoire. Si le cartilage ne ressent rien et que sa destruction est totalement silencieuse, pourquoi les animaux, et les humains d'ailleurs, finissent-ils par boiter de douleur quand ils ont de l'arthrose? D'où surgit cette douleur fulgurante si l'éponge déshydratée n'a pas de nerfs? Ah, c'est l'ultime pièce du puzzle. Et c'est ce qui explique toute la cruauté de la pathologie articulaire. Dites-moi tout. La douleur ne provient jamais du cartilage. Le signal d'alarme est émis par la structure qui se situe juste en dessous. C'est ce qu'on appelle l'os sous-chondral. L'os sous-chondral. Oui, c'est la fine couche d'os sur laquelle repose le cartilage. Et j'imagine que lui, contrairement au cartilage, il est très généreusement pourvu en capteur de douleur. Absolument. L'os sous-chondral est extrêmement bien vascularisé et il est saturé de terminaisons nerveuses. C'est une zone hypersensible. Ah, je comprends le mécanisme. C'est un peu comme le sol en béton brut caché sous une épaisse moquette. Une moquette. Ouais. Tant que la moquette, c'est-à-dire le cartilage est intact, et bien moelleuse, on peut sauter pieds nus dessus sans rien sentir. L'impact est absorbé. Mais si la moquette est usée jusqu'à la trame qu'elle se troue avec le temps et qu'on saute à pieds joints directement sur le béton, la douleur est foudroyante. L'analogie est redoutable, mais c'est exactement la triste réalité clinique. La boiterie, la douleur aiguë, elles n'apparaissent que lorsque la maladie a déjà rongé et détruit toute la couche protectrice cartilagineuse. Trop tard donc. Beaucoup trop tard. Quand le dommage atteint l'os sous-chondral à nu, celui-ci réagit violemment à la pression mécanique et à l'inflammation, et c'est lui qui hurle de douleur. C'est une révélation assez vertigineuse quand on y pense. Oui, ça remet pas mal de choses en perspective. Bah oui, cela signifie que la douleur que l'on ressent n'est pas le signal que l'articulation commence à tomber malade. La douleur, en fait, c'est le signal indiquant que l'articulation est déjà détruite et que le tout dernier rempart vient d'être percé. C'est une erreur fondamentale de compréhension de croire que la douleur marque le début du problème articulaire. C'est d'ailleurs le point de bascule pour tous ceux qui étudient la pathologie. Retenez bien ça. Comprendre l'arthrose, ce n'est pas juste observer des os qui frottent mécaniquement. C'est bien plus profond. C'est intégrer cette dualité neurologique tragique. On a un tissu protecteur qui subit l'usure en silence, et juste en dessous, un tissu de soutien qui déclenche une alarme bien trop tardive. Cela change radicalement la façon dont la médecine doit approcher ces pathologies. C'est clair, si on attend le symptôme douloureux pour agir, on arrive après la bataille. Exactement. Le combat pour sauver l'articulation est déjà presque perdu quand la douleur apparaît. On a donc, si on récapitule notre plongée d'aujourd'hui, d'un côté des tendons qui bricolent, des cicatrices défectueuses à cause d'un cruel manque de tuyauterie sanguine. Le fameux collagène de type 3, oui. Voilà.
et de l'autre, des articulations qui cachent leur propre autodestruction jusqu'à l'effondrement total de la structure. C'est le bilan, oui. C'est presque déconcertant de voir à quel point cette ingénierie biologique, qui est si complexe et si admirable par ailleurs, semble piégée par ses propres choix de conception. Pourquoi la nature a-t-elle fait des choix si boiteux, sans mauvais jeu de mots? C'est la grande question. Et en fait, cela nous ramène aux racines même de l'évolution biologique. L'évolution, il faut bien comprendre que ce n'est pas un ingénieur qui cherche la perfection ou la durabilité sur un siècle. C'est quoi alors? L'évolution est un processus aveugle. Elle ne vise qu'un seul objectif, la survie à court terme pour permettre la reproduction. Ah, je vois. C'est vrai que si on se place du point de vue d'un cheval sauvage, il y a, disons, 100 000 ans, cette logique absurde prend soudain tout son sens. La nature a dû faire des choix très tranchés. Exactement. Prenons le tendon. Si un cheval sauvage a une déchirure tendineuse, la nature ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois pour construire une réparation parfaite avec du type 1. Sinon, le loup le mange. C'est aussi simple que ça. Si l'animal ne peut pas fuir, il sera dévoré dans la journée. Le système opte donc pour un colmatage immédiat avec du collagène de mauvaise qualité. L'important pour l'évolution, ce n'est pas que le cheval marche parfaitement dans 5 ans. L'important, c'est qu'il puisse courir un peu aujourd'hui pour échapper aux prédateurs. Voilà. Survivre aujourd'hui, c'est la seule métrique qui compte. Et j'imagine que c'est la même chose pour l'articulation silencieuse. Tout à fait. Bah oui, si le cartilage était bourré de nerfs, la moindre micro-inflammation, le moindre petit déséquilibre d'hydratation de notre éponge provoquerait une douleur insoutenable. L'animal boiterait au moindre choc, le rendant super vulnérable. Ce serait une proie facile. En coupant les alarmes nerveuses dans le cartilage, la biologie garantit que l'animal continuera à galoper à pleine vitesse, ignorant complètement les dégâts internes. Le temps de survivre et de transmettre ses gènes. Détriment total de la viabilité à long terme de la structure corporelle. La santé durable, c'est un concept médical humain, ce n'est pas du tout une priorité évolutive. C'est une réflexion fascinante, presque philosophique en fait, à garder en tête. Elle remet beaucoup de nos attentes médicales à leur place. C'est clair. Nous passons notre temps à vouloir soigner le corps en imaginant qu'il a été conçu pour vieillir en parfaite santé, alors qu'en réalité, il a été sculpté par l'urgence et par la nécessité brutale de survivre au jour le jour, quitte à saboter sa propre mécanique interne. Performance à court terme, rafistolée à la hâte et vouée à s'user en silence. C'est une perspective assez étonnante, pour ne pas dire troublante, à méditer pour quiconque essaye de comprendre la fragilité de notre propre corps après cette exploration.